Et oui, c'est la reprise. Bienvenue sur Radio Main Opposée, votre podcast 100% gardien. Après l'annonce de la reprise de la Bundesliga et avec 5 équipes se tenant en 8 points, il est important de revenir sur les gardiens outre-Rhin. Pour m'accompagner, 2 chroniqueurs. Salut Thomas, notre Nantais. Salut Nico. Et Antoine, notre gardien de Villefranche-sur-Saône. Salut à tous, Nico, Thomas, ravi de faire cette émission avec vous. Oui, nous aussi. Alors, avant d'aborder individuellement les gardiens de Bundesliga, on va revenir sur cette longue période d'activité liée au confinement. On a vu beaucoup d'images de Neuer s'entraîner sur les réseaux sociaux. Mais Antoine, toi qui es pro, concrètement, comment vous, gardiens pro, vous êtes tenu en forme? Alors, ça a été assez particulier comme période parce que notamment en raison d'une reprise dont on n'avait pas les dates. C'est-à-dire qu'il fallait constamment se tenir prêt à reprendre potentiellement dans 10 jours, alors que ça pouvait aussi être un mois. Ça, c'était particulièrement difficile à gérer. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on savait qu'on allait avoir une dizaine de jours off. Ça, c'était une certitude au départ. On a arrêté vers le 13 mars. Nous, le 13 mars, on a arrêté et on a eu ces 10 jours où on savait qu'on n'aurait rien. C'est-à-dire qu'on a été mis au repos 10 jours. On nous a dit prenez ça comme des vacances. Et après, là, ça a vraiment été très particulier parce que ça a été un peu comme les annonces gouvernementales où on a dû être tous les 15 jours prêt à reprendre. Donc là, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas le droit de se réunir. Donc forcément, ça rend délicat le travail gardien de but. Puis surtout, comme tu disais, Neuer qui s'est un peu montré sur les réseaux sociaux avec son but dans son jardin. Moi, je sais que j'ai une terrasse, si je saute, c'est le 3e étage, donc c'est un peu compliqué. Et voilà, donc après, ce que j'ai essayé de faire, j'avais une échelle de rythme, de la corde à sauter, de la course, du renforcement musculaire, plutôt du gainage, ce genre de choses pour garder la forme. D'ailleurs, c'est rigolo, mais je me suis pesé chaque semaine pendant le confinement, en fait, tous les mercredis au réveil pesé. Et ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de voir un peu, et je dois faire 81, moi. Au pire, j'ai été à 81,4 et au moins bien à 80,6. Donc, voilà, je suis resté quand même, j'ai bien gardé ça. Et puis, jusqu'à maintenant, on a appris il y a 10-15 jours que c'était réellement terminé. Donc, ça a été une période très particulière parce que difficile de ne pas se relâcher en même temps, plus mentalement que physiquement, en fait. Et puis surtout, on a beau courir, on a beau s'entretenir, il y a des gestes qui sont très différents. Par exemple, j'ai des copains qui avaient pu s'entraîner un petit peu et qui avaient beaucoup de mal en plongeant parce que le corps était plus habitué à tomber. Et je pense que pour un gardien, ne plus avoir ses repères en fait de chute sur les épaules, sur les hanches, sur le bassin, je pense on aura des difficultés à reprendre à ce rythme-là. Et je vous conseille d'ailleurs de bien protéger vos hanches parce qu'à mon avis, on va souffrir lors de cette reprise au niveau des impacts. Ouais, les croûtes vont se reformer. C'est ça, exactement, les pizzas. Ouais, tout à fait. Alors justement, si on revient sur les gardiens, pourquoi on fait aussi cette émission, c'est que la Bundesliga est vraiment peut-être le championnat européen le plus passionnant cette année. Alors vous l'avez sûrement vu si vous suivez beaucoup le site de Main Opposée, on a fait beaucoup de top spiel, beaucoup de gros matchs allemands, parce qu'on a un classement avec le Bayern à 55 points. Le Borussia 51, Leipzig 50, Mönchengladbach 49 et Leverkusen à 47, avec enfin Schalke plus décroché à 37. Donc on a vraiment 6 équipes qui se trouvent en 8 points. Et évidemment, l'événement cette année, c'est que le Bayern est resté longtemps à la traîne par rapport au premier. Donc là, il a repris la place de leader. Et donc à tout seigneur, tout honneur, on va se poser la question, est-ce que Manuel Neuer fait une bonne saison? Toi, Thomas, t'en penses quoi? Je pense qu'il fait une bonne saison parce que en fait, il retrouve son niveau qu'on l'a connu avant sa grosse blessure en fait. Parce que là, je retrouve en fait le Neuer d'avant sa blessure d'un point de vue physique, d'un point de vue mental et aussi au niveau de sa concentration. Par exemple, lorsqu'il était un peu moins bien physiquement, il avait tendance à se disperser,
trop abusé des sorties en profondeur en tentant des gestes parfois risqués, peut-être trop. Et là, cette année, je retrouve il est un peu plus mesuré dans ses interventions, puisque c'est un domaine qu'il a toujours maîtrisé. C'est pas l'un des précurseurs, mais un des maîtres dans ce domaine. Et avant qu'il y ait eu l'interruption de la saison, lorsque tu vois les performances du Bayern de façon collective, étant donné que lui, il est capitaine du Bayern, comment le Bayern a retrouvé un peu de l'allant après un début de saison très compliqué. Neuer joue un gros rôle dans cela, au niveau de sa performance, au niveau de son leadership, parce que moi, il m'avait impressionné le Bayern lorsqu'ils avaient affronté Chelsea, lors de la double confrontation en Champions League, où là, j'ai retrouvé un Bayern Munich qui était collectivement, je n'avais pas vu aussi fort depuis peut-être Jupp Heynckes, en fait. Et alors, malgré que sur le papier, tu connais peut-être pas autant de joueurs qu'auparavant. Par exemple, un joueur comme Serge Gnabry, tu n'aurais jamais cru qu'il soit à ce niveau-là. Et Neuer a ce rôle à jouer aussi. Au-delà d'être bon sur sa ligne et retrouver un Neuer performant en tant que gardien de but, il y a un rôle de leader qu'il a retrouvé. Et ça, en fait, le tout a été facilité par en fait, son retour à un bon niveau physique. Je comprends parce que c'est vrai qu'on se souvient de lui à la Coupe du Monde 2018, pour ceux qui n'ont pas trop suivi après, vu que le Bayern n'a pas fait des étincelles l'an dernier en Ligue des Champions. Je me souviens justement du podcast que l'on a fait durant le confinement avec Antoine. Antoine t'évoquait un petit peu ses sorties pour rien. Tu trouves qu'il a un petit peu gommé ça ? C'est vrai qu'il avait cette tendance, en fait, c'est pas forcément pour rien, peut-être que ça avait été dur formulé comme ça, c'est plus presque à se faire plaisir. C'est-à-dire que je sais le faire, je peux le faire, donc je le fais. Alors que parfois, il faut peut-être plus davantage analyser la situation, voir s'il y a il y a forcément un risque à sortir de son but, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un risque mesuré et surtout qui en vaut la peine? C'est-à-dire que parfois, s'il y a le défenseur qui est encore en duel ou que ton défenseur a encore la marge pour revenir, c'est pas nécessaire de déserter sa cage, clairement. Et je trouve qu'il a retrouvé une sorte de sagesse dans son jeu, de sobriété, d'efficacité. Par exemple, son jeu au pied, je le vois souvent réellement dégagé en une touche. Et c'est quelque chose qu'il faisait moins avant, où il avait tendance peut-être parfois aussi, parce que ça a été exacerbé avec Guardiola, mais à tenter ces petits picous, vous savez, au-dessus de l'attaquant quand il vient presser, pour que ça remette sur le joueur qui venait d'être sollicité, ou simplement de chercher des passes plus compliquées, de se mettre légèrement en difficulté. Et là, réellement, je trouve qu'il est revenu un peu dans ce truc, ce côté efficace. Et c'est comme ça, j'ai l'impression que le Bayern a regrimpé au classement, a pu redevenir leader et surtout en Ligue des Champions. Alors, Thomas, tu disais qu'ils ont fait que le match aller, non? Contre Chelsea. Oui, que le match aller. Pas sûr encore. Oui. Et ils avaient vraiment fait une énorme démonstration à Londres et je l'ai vu faire un très bel arrêt sur une frappe près de ses pieds. Voilà, je l'ai retrouvé dans son style caractéristique qui n'est pas forcément ultra académique pour nous, l'école française, mais j'ai retrouvé le Neuer, voilà, qui est puissant mais quand même dynamique et surtout moins risqué, plus sage. Je l'ai trouvé plus sage. Et c'est possible, comme tu disais, Thomas, que cet aspect avec les générations joue beaucoup. C'est devenu vraiment il y a de moins en moins de joueurs cadres, on va dire, au Bayern. Tu vois, il y a des joueurs comme Javi Martinez qui jouent beaucoup. Il n'y a plus Robben, Ribéry, il n'y a plus ces joueurs un peu ces grandes gueules de l'époque, quoi. Thomas Müller, quoi. Ouais, il y a Thomas Müller, effectivement. Puis, mais après, il a 33, il a 33 piges, hein. Bah, il a 33 ans, effectivement, d'ailleurs. Donc, je trouve que ça lui va bien, ce rôle de cadre, et tant mieux pour ses performances, tout simplement, parce que je trouve qu'il en sort que meilleur. Tiens, à titre perso, donc co-meilleure défense, et à titre perso, si on peut faire un parallèle avec ce qu'avait vécu Barthez, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste après son titre de champion du monde, champion d'Europe, on le voyait beaucoup faire des dribbles quand il recevait le ballon, et il a pris des buts peut-être casquettes comme ça, ou en tout cas, il était plus très performant et on a l'impression qu'il s'était reconcentré à la toute fin de sa carrière en vue de la Coupe du Monde. Et j'ai l'impression que Neuer, comme tu l'as dit, finalement, est un peu dans cette phase-là, dans cette phase de reconcentration de OK,
je suis le meilleur, mais j'ai quand même déconné durant 2 ans. Je suis le meilleur. Non, mais oui, on est d'accord. De toute façon, c'est des mecs, ils pensent que ce sont les meilleurs. Hein. Neuer pense qu'il est le meilleur du monde. Courtois pense qu'il est le meilleur du monde. C'est normal, ils sont obligés de raisonner comme ça. À ce niveau-là, si tu penses que tu es le troisième, quatrième, tu peux pas t'en sortir. Tu as besoin de te dire que tu es le meilleur. Je pense, je suis un grand fan de Barthez. Je vais défendre un peu Neuer plus sur ce coup-là. Neuer, je pense que c'est vraiment le truc Guardiola qui a pu un peu le dérégler et les blessures. Barthez, alors c'est aussi une époque que je maîtrise moins, même si je suis un grand fan de Barthez, c'est que 2000, je connais un peu moins, j'avais 6 ans. C'est quand il est parti en Angleterre que c'est devenu un peu déconnant. Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont fait des éléments que je vois avec Neuer, avec sa blessure, avec Guardiola également. Est-ce que Barthez a eu cet aspect-là? Je sais que Ferguson était vraiment contre ça, les dribbles et le fait qu'il sorte de la surface, ça a été un truc qui l'a vraiment marqué. Ouais. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que Neuer a su un peu réadapter avec son âge. Et comme tu dis, sur la fin de la carrière de Barthez, c'est des gens qui, c'est quand le jeu devient dur ou qu'il y a de l'enjeu qui deviennent bons, quoi, ou qu'en tout cas, ils sont plus pointus sur leur préparation, sur leur concentration, comme disait Thomas. Et je pense que Neuer, il sent que avec la pression en club qui arrive cet été et en équipe nationale, la pression de Ter Stegen depuis quelques années, il peut plus se permettre ce qu'il a fait à la Coupe du Monde 2018. Et il y a un autre aspect aussi à souligner, c'est cette saison, il a eu des problèmes au niveau des discussions pour la prolongation de son contrat. Et à rajouter le fait aussi que Nubel, donc gardien du Schalke 04, a signé déjà pour l'année prochaine. Et je me souviens d'une déclaration de Neuer qui a dit si je reste au Bayern, vous saurez, je serai numéro 1 et lui il sera numéro 2, je vais pas l'accueillir les bras ouverts. Donc aussi là, cet aspect-là, je pense que ça l'a, on va dire, titillé et un peu faire ressurgir l'âme du gagneur et du compétiteur qu'il avait un peu oublié par ses blessures et peut-être une forme de décompression après des succès, etc. Et ça va fait ressurgir tout ce mental et cette âme pour gagner. C'est complètement ça. Je pense qu'il y a le fait de décompresser. C'est exactement ce que tu dis. À un moment donné, quand tu n'as plus rien à prouver, c'est peut-être difficile avec cette blessure. C'est un chouïa moins de motivation. Sauf qu'ils sont à un tel niveau d'exigence, ces mecs. Quand tu joues le Bayern, tu dois gagner tous les titres, toutes les compétitions dans lesquelles tu es engagé. Ils ne peuvent pas se permettre ce qu'il a fait, en fait. Et je pense qu'il a réalisé, parce que le Bayern, ça dure 1 an, mais au bout d'1 an, ils prennent un gardien. Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'il s'est refocus et il repart plus belle, parce que 33 ans, après tout, c'est pas non plus, il n'est pas ultra vieux non plus. Hein. Pour Yann, ça va. Très bien. En tout cas, c'est bien qu'on ait pu bien ressouligner la saison de Neuer parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que certains en doutaient. Alors, et qui sont justement les gardiens des autres prétendants au titre? D'abord, toi, Antoine, tu voulais... on va prendre finalement par l'ordre du classement. Hein. Les deuxièmes, c'est le Borussia Dortmund, à 4 points, si je ne m'abuse. Donc, tu voulais revenir un petit peu sur la saison de Bürki. Oui, écoute, Roman Bürki qui a été encore une fois très présent dans le collectif de Dortmund. C'est un gardien, je trouve, qui a une très belle présence dans sa défense, une belle influence sur son équipe, qui s'est marqué d'ailleurs au fil des années, parce que lui aussi, il commence à approcher de la trentaine. Hein. C'est un joueur qui est parfaitement ancré aussi dans le collectif de Favre, c'est-à-dire qu'il a vraiment... il y a une demande de jeu collectif qui est instaurée par Favre pour repartir de derrière. Je trouve que Bürki se cale très bien là-dessus. Il est vraiment intéressant dans la relance, dans le jeu sans ballon, il est toujours à offrir des bonnes solutions. Et puis, ça reste un très bon gardien. Après, je pense qu'il lui manque quand même un tout petit peu pour passer ce cap des grands gardiens. Et pour moi, ça reste un très bon gardien d'Europe, mais top 15, top 20. Et je le vois mal aller dans ce top 5, top 10. Il y a un petit, je sais pas, de concentration, d'erreurs. Il fait un peu des erreurs un peu grossières par moment. Voilà, c'est peut-être ce qui lui manque aujourd'hui pour passer ce cap. Après tout, 29 ans, c'est pas non plus extrêmement vieux, mais est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que
ça passe aussi peut-être par un départ ou par un collectif de Dortmund voilà, qui devrait être capable de sortir le PSG, par exemple, en Coupe d'Europe. C'est plein de choses comme ça à voir, mais en tout cas, c'est un gardien qui est très performant, je trouve, cette année, à l'image de son équipe. Et même si, et c'est pourtant, c'est pas facile dans une équipe aussi flamboyante que Dortmund, parce que on peut avoir tendance à se déconcentrer du fait qu'on a souvent le ballon dans les pieds et que parfois on oublie un peu l'aspect avec les mains. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi pour avoir fait le premier match face au PSG. Je l'avais trouvé très sérieux avec un positionnement vraiment parfait sur les face-à-face avec Mbappé qu'il avait gagné. Et c'est pour ça, pour moi, que Dortmund a gagné le premier match. Mais à l'image de son équipe, c'est irrégulier. C'est comme le match face à Leipzig, où Dortmund, ou face à Leverkusen également, enfin, il y en a tellement, où tu gagnes 2-0. Je me souviens, ça commençait à jouer aux 30 mètres à côté de ses défenseurs, ce qui est très bien, hein, mais par moments avec des relances au pied assez hasardeuses. Et ça finit par perdre 4-3 en prenant un but à la 79e et à la 81e. Donc en fait, en 3 minutes, tu perds ton match. Et peut-être que Burki a l'image de son équipe. Ensuite, Thomas, toi, tu voulais revenir donc sur un gardien qu'on a bien découvert en Coupe d'Europe face à Lyon et surtout face à Tottenham juste avant le confinement, c'est Gulacsi. Ouais, exactement. Alors, moi, pour tout vous dire, moi, Goulassi, la première fois que je l'ai vu, c'est lorsque Leipzig a affronté Marseille en Europa League en 2018. Oui. Et j'avais vu un peu le gabarit du gardien. À première vue, je me suis dit, bon, bah, lui, peut-être un peu lent au sol et il a peut-être pas un bon jeu au pied. J'avais tout faux. Lors du match face à Marseille, avant le but de Bouna Sarr, il me semble, il fait enchaîne une double parade assez magnifique. Et en fait, à partir de ce match-là, quand il y avait des matchs de Bundesliga et de Leipzig, de façon générale, je regardais davantage. Et cette saison, pour m'imposer, j'ai noté plusieurs fois. Et je trouve qu'il est sobre, il est efficace, il fait pas de fourriture, en fait. Tu vois, c'est tout le contraire d'un Lopez, par exemple, Oui. ou il y en a comme ça, où il va chercher vraiment à faire la photo, alors que tu fais 2-3 pas de plus, tu peux la bloquer ou tu peux être plus efficace. Là, il y a plusieurs matchs où il a été décisif. Moi, j'ai noté, lorsque Leipzig a affronté le Bayern à Munich, il y a le match n'était pas terrible en soi, il y a pas eu beaucoup d'occasions. Il a juste fait l'arrêt qu'il fallait, à 80e minute de jeu. Alors je ne sais plus si c'est avec Coutinho ou Lewandowski, il a un face à face, qui remporte parce qu'il reste très longtemps, sur ses appuis. C'est pas un gardien forcément, par exemple, lors de ses sorties, pardon, qui va faire, la croix. Il maîtrise pas forcément, mais c'est un gardien qui attend très, très longtemps sur ses appuis avant de prendre une décision. Et c'est peut-être des choses qu'on voit assez rarement en Allemagne, parce qu'en Allemagne, souvent, en fait, les gardiens sortent immédiatement en croix et après ils agissent. Et en fait, ils ferment l'angle au maximum au lieu d'attendre peut-être des fois, qui est la solution la plus appropriée en fonction du face-à-face. Mais aussi, l'autre aspect que je veux souligner chez Gulacsi, c'est son jeu au pied. C'est ses relances. Et là, je pense qu'il y a aussi une influence de Nagelsmann au niveau de ses premières relances. C'est bon, si c'est possible, on fait les relances courtes. Donc souvent, il sollicite Upamecano, défense centrale. Mais dès qu'il y a un moindre pressing qui est déclenché, il va pas chercher les longs, mais en fait, il va chercher mi-long sur ses latéraux. Ouais, Et à en chaque fois, 3-5-2. ouais, voilà, oui, Vu qu'il joue beaucoup en 3-5-2, c'est, je crois, hein, si je me ouais, souviens bien, il joue en Oui, c'est ça. 3-5-2. 3, C'est... Avec 3-4-1-2, Mukiele, c'est Upamecano et Konaté notamment. voilà, c'est un 3-4-1-2 en fait. Et souvent, vous regarderez quand vous regardez les matchs de Leipzig, il va toujours chercher les latéraux dès qu'il y a un pressing d'amorcer. Toujours, toujours, toujours. Après, parfois, bon, il est obligé d'allonger, mais je trouve que le jeu au pied est plutôt bon, intéressant. Et je pense que c'est en fait un gardien qu'on découvre parce que Leipzig est plus médiatisé du fait qu'ils ont des bons résultats et que je pense qu'aussi c'est Nagelsmann qui soit le coach, qui est une sorte d'attraction pour le futur des coachs européens. Donc, il en profite aussi. Oui. Et aussi, lui, à l'échelon national, il succède à un certain monument avec Kirali. Et Oui. voilà, les Hongrois, on oublie souvent, mais c'est un gardien de très grand gardien de but. On a très Bonne souvent école de oublié. gardien de but. Voilà, avec Gyula Grosix, qui était le gardien En 54. emblématique, exactement, de l'équipe hongroise, avec voilà, Puskás et compagnie. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez lire sa biographie sur le site.
Oui. Un parcours de vie magnifique, exceptionnel, intéressante. Et ouais, donc Gulagshi, c'est, j'ai pas envie de dire révélation, mais confirmation que c'est un très bon gardien, même s'il a 29 ans. Et je pense que si Leipzig Nagelsmann continue à progresser, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions, ça peut être un gardien intéressant. Après, peut-être qu'il est un peu vieux pour prétendre à d'autres clubs, mais il peut aider Leipzig à grandir. C'est vraiment ce qui... et on l'a vu au dernier match contre Tottenham, ce que tu l'as dit, ça résume totalement, c'est qu'il a passé son match au moins à 25 mètres de ses buts, en étant vraiment en aidant son équipe à mettre du rythme. Et il a eu une seule frappe parce que Tottenham était hors du coup, de Lo Celso qu'il fallait sortir pour éviter que ça mette le feu. Il l'a sorti, je m'en souviens, à droite, à droite au sol, et il a fait le job. Très bien, donc parfait pour Gulacsi. Ensuite, on va parler d'un gardien qui détient la co-meilleure défense. C'est Yann Sommer. Alors, Yann Sommer, je peux en parler. D'ailleurs, il y a une petite erreur sur la taille de Sommer et de Burki, parce que je suis très attentif aux tailles, une sorte de traumatisme d'enfance. Gulacsi fait plus 1,92, 93. C'est vraiment un grand gardien. Je l'ai croisé une fois à Lyon. Du coup, c'est vraiment un grand gardien. Burki fait plus 1,87, 88. Il a tendance à plus faire ma taille. Et Sommer fait 1,83. Donc, plutôt un 83. Sommer est vraiment un petit gardien. Pas une petite personne, mais un petit gardien dans le monde d'Europe actuel. C'est quelqu'un qui fait vraiment la taille d'Anthony Lopez, et c'est un garçon qui est international suisse, qui est le titulaire en Suisse en sélection helvète devant Burki. Donc c'est quand même pas une mince affaire, parce qu'il a un sacré concurrent, la personne de Burki. C'est un garçon extrêmement tonique, qui a un jeu au pied remarquable aussi, une sorte de coordination avec son bloc équipe vraiment au top, très bon dans les duels, un peu à l'image de Gulacsi, pas forcément adepte de la sortie en croix. Alors, tu disais que Gulacsi était resté vachement debout, Thomas. Sommer essaie aussi, mais c'est aussi que Sommer, il peut moins se permettre cette sortie en croix de par son envergure. Donc, il va avoir tendance à être plus dans l'anticipation, plus dans le flair. C'est un garçon très intelligent, je trouve, dans son jeu, et très mature. Voilà, ça fait un moment que je le connais. Je le trouve vraiment impressionnant sur cet aspect, la maîtrise des temps forts, temps faibles dans les matchs. Quand est-ce qu'il faut temporiser, quand est-ce qu'il faut peut-être accélérer un peu le jeu, mettre de la voix. Il est très impressionnant sur ses phases de jeu, et Gladbach, qui n'a pas une équipe non plus sensationnelle, ils font vraiment des bons championnats. C'est un gardien qui me fait penser un peu à Kasper Schmeichel, en fait. Ce côté sous-côté, auquel on ne pense pas nécessairement, mais pour moi, c'est Kasper et lui, c'est des garçons qui sont top 12 mondial, indiscutablement, quoi. C'est des super, super gardiens. Un tout petit peu oubliés, peut-être par leur taille, parce que lui, pour sa taille, Kasper, parce que son père, c'était un monstre. Mais c'est des gardiens extrêmement réguliers, qui font peu d'erreurs, assez atypiques aussi dans le football moderne, et qui ont aujourd'hui réellement toutes les qualités nécessaires pour le très haut niveau. Dans un autre podcast, tu évoquais également qu'il avait les deux pieds. Ouais, il est très à l'aise pied droit, pied gauche. Ça, c'est quelque chose aussi dont tu parlais avec Gulacsi sur ses relances mi-longues. C'est quelque chose qu'il maîtrise extrêmement bien. Je ne sais pas si Gladbach joue à 3 en revanche, parce que le gros avantage qu'a Gulacsi pour jouer mi-long, c'est que comme tu as en fait tes 3 centraux, soit ils viennent presser tes centraux, et hop, tu as tes 2 pistons qui sont trouvables super facilement, qui auront du temps, de l'espace et du temps, parce que si tu ne trouves pas les pistons, c'est les latéraux en face qui vont devoir monter, donc ça devient complètement ingérable pour le bloc adverse. Et Sommer aussi a cette capacité à trouver ses joueurs à 25-30 mètres en petit ballon chippé, et c'est super efficace pour déséquilibrer les blocs, et c'est quelqu'un qui met du rythme dans ses relances grâce à ça aussi.
En parlant, tu sais, quand tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'il était sous-coté, je pense que le fait qu'il joue à Mönchengladbach contribue aussi à cet aspect-là, qu'il joue pas forcément à la Ligue des Champions. C'est sûr. Et aussi, donc en sélection, c'est vrai que Bourki, d'ailleurs, il a arrêté de venir en sélection parce qu'en fait, il voulait pas être numéro 2 de Sommer. Et Sommer, en fait, ce qui me fascine chez lui un peu, c'est ses appuis. Tu sais, souvent on parle des Yadas, c'est des chats. Et ben, je trouve que lui, en fait, il symbolise vachement en fait cette image qu'on peut avoir du gardien, du chat, avec ses appuis assez phénoménaux. Et je rappelle d'ailleurs, en fait, c'était face au Bayern Munich en tout début de saison à Mönchengladbach, quand ils étaient en lutte pour la première place avec le Bayern. Je ne sais plus trop comment se déroule l'action, mais une frappe qui est détournée en fait. Ah oui, qui fait Et une grosse faute de main. ouais, voilà, et qui se Ah oui, rattrape et tu sais, incroyable. du bout du doigt, et il Mm. empêche le ballon de franchir la ligne. Bah, c'était l'une des images de la saison, je pense, jusqu'à présent en Bundesliga, puisque ça s'est Sensationnel. joué à quelques centimètres que le ballon franchisse la ligne. Et Mm. je pense qu'un gardien un peu plus grand, qui est un peu moins habile au niveau de ses appuis, qui est moins dynamique, n'aurait jamais eu la possibilité de se rattraper en fait. Il est extrêmement dynamique, c'est exactement ce que tu dis. Là, ce ballon, enfin, faut qu'on vous mette le lien de cet arrêt, parce que d'ailleurs, Gladbach, les réseaux sociaux l'avaient détourné en mode tout ce qu'on peut faire avec un fingertip, c'est les bouts du doigt. Et le mec aux toilettes, hop, il arrive à choper la dernière feuille. Enfin, il y a des trucs très drôles. Je m'en Et, souviens de ça. et c'est vrai que cet arrêt, ça demande une agilité que peut-être tu n'as pas si tu fais 1m95, c'est clair. En tout cas, une Ouais. dextérité. C'est un gardien, je trouve, qui épouse parfaitement ses soi-disant défauts, en fait. Et c'est super, parce c'est pas qu'il se plaint pas de sa taille, parce que c'est pas un nain, encore une fois. 5 centimètres entre lui et Burki, c'est pas énorme. Mais ça joue beaucoup dans la tête, dans l'envergure, dans plein de choses. Et il est vraiment, moi, je le trouve très impressionnant. Alors pour compléter ce que tu disais, Gladbach joue soit en 4-4-2, soit en 4-3-3. Et oui, Donc donc c'est c'est plus compliqué de trouver Milon, généralement, dans ces mm. systèmes-là. mais Parce que, vas-y, vas-y, dis-moi. vas-y. Non, vas-y Antoine. Non, c'est juste qu'en fait, dans ces Ouais. systèmes-là, si vous voulez, les systèmes en face épousent beaucoup mieux ces systèmes-là de 4-4-3, 4-3-3 ou de 4-4-2. Mm. Et du coup, les ailiers sont sur les latéraux sont sur les ailiers, et il y a moins de possibilités de relancer, en fait, comme ça, Milon. Alors que dans le Ouais. 3-5-2, les ailiers en face, ils doivent trancher. Soit on vient sur les centraux de côté, soit on reste sur les pistons. Ça crée un déséquilibre, le 3-5-2, qui fait que ça permet en fait c'est beaucoup plus facile pour relancer Milon, le 3-5-2 ou le Ouais. 5-3-2. Et c'est pour ça que il trouve quand même ça, Sommer, en fait, parce qu'il prend des risques, notamment dans les relances rapides, où là, le bloc adverse est nécessairement déséquilibré, et il n'hésite pas à tout de suite injecter du mouvement et des ballons. Donc c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant dans ses prises de risque, même de relance. Je suis d'accord. Et pour rappel, Gladbach, c'est le club d'Alassane Plea, Marcus Thuram et Ben Sebaini. C'est ça. Il y a enfin un gardien dont tu voulais parler, et je me souviens que tu en avais parlé dans une buvette, Thomas. C'est Lukas Radecki. Alors oui, Lucas Radecki, c'est gardien du Bayer Leverkusen. En début de saison, je vous avais parlé de lui dans une buvette parce qu'en fait, il avait à son actif 6 clean sheets en 9 journées. Malheureusement, depuis, il a réalisé que 2 de clean sheets de plus. Ouais. Donc, on va dire que j'avais pas porté chance, mais Bon. c'est un Il a gardien pris qui a fait 30 buts, ça va. ouais. Et 30 buts c'est en en fait 25 matchs. avec Sommer, c'est le seul gardien du top 5 à avoir concédé sans tir, cadré. D'accord. Donc en fait, ça souligne un peu en fait la philosophie des deux équipes, qui souvent en fait des équipes qui sont portées vers le déséquilibre, qui l'assument complètement. D'ailleurs, Bayer Leverkusen, c'est Peter Bosz, l'ancien coach de l'Ajax et le peu de temps à Dortmund, qui coach son équipe. Et Radecki, en fait, en soi, c'est une référence en Bundesliga. C'est quelqu'un qui a joué au RFA Berlin avant de venir au Bayer Leverkusen. Et c'est un gardien efficace et sobre qui est très bon sur sa ligne. Un peu, c'est vraiment, en fait, lui, c'est un gardien, donc il est finlandais, mais vraiment, tu sens qu'il a été formaté par l'école allemande, en fait. Après, je ne sais pas s'il y a des similitudes entre l'école scandinave et l'école allemande, je ne peux pas te dire.
Alors, j'avais remarqué un truc, je ne sais pas si c'est lié à l'école allemande, tu vas me dire, mais donc j'ai fait Bayer Leverkusen Dortmund, et j'avais remarqué que Lukas Hradecky était toujours trop près de son premier poteau, a toujours fermé l'angle coûte que coûte. Bah, je ne sais pas si c'est vraiment l'école allemande qui fait ça, mais lui, ouais, c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi, c'est son placement. Après, je j'aurais pas la prétention de dire que c'est, symptomatique ou symbolique, d'école Limite trop allemande. séquentiel, tu sais. De se Ouais, dire, ah, ouais, ouais, il est là, tu te mets, enfin, je ouais, sais pas. voilà, mais après, peut-être la mentalité scandinave aussi, tu sais, un peu formatée. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme si, et voilà, peut-être. Après, je sais pas, j'émets Mhm. des hypothèses. Je connais pas vraiment Hradecky personnellement, hein. Si j'avais la possibilité, je ferais une interview, mais ouais, après, c'est vrai, c'est un gamin qui est en plus expérimenté, en fait, en Bundesliga et pour Leverkusen, c'est bien aussi parce que c'est une équipe assez jeune quand même, avec, des joueurs comme, Bailey ou, Kai Havertz. Mais, c'est un gardien efficace, en fait, en général. Après, jouer au pied, je suis jamais été, impressionné. Je pense que c'est pas un gardien qui est super bon au jeu au pied par rapport à un Sommer ou un Neuer qu'on a évoqué tout à l'heure ou même Gulacsi. Il a peut-être pas autant de facilité. Il est peut-être un peu plus spectaculaire que Gulacsi quand même. Il aime bien aussi faire des photos, Hradecky, mais lui, c'est efficace aussi, mais il aime bien faire des photos, et un peu plus spectaculaire, on va dire. Mais ouais, c'est un gardien à suivre quand on connaît pas trop, voilà, la Bundesliga ou les gardiens, en Allemagne. Donc là, comme, on a un peu l'opportunité de découvrir, ce championnat pour ceux qui suivent pas trop, Ouais. si vous voulez voir un bon gardien, Hradecky, c'est une référence. Après, j'espère juste que le match Et, où vous regarderez, il sera pas mauvais, quoi. et on en avait parlé parce que je crois que la Finlande était qualifiée pour l'Euro D'accord. 2020. Bah voilà, il a été, bah, c'est un peu avec Pukki, c'est héros de son pays. Oui, c'est D'ailleurs, vrai ça. il porte souvent le brassard de son équipe. Alors, je sais pas si c'est vraiment lui le capitaine, mais il porte son brassard. Mais ouais, c'est un héros aussi national parce que il a aidé d'ailleurs son équipe. C'est l'une des meilleures défenses lors des qualifs la Finlande et il a été décisif en arrêtant des penaltys lors de plusieurs matchs. Mhm. Donc ouais, au-delà du fait d'avoir été bon avec le Bayer Leverkusen, il a été déterminant avec son pays. D'accord, ouais, c'est vrai. Je me souviens, on en avait discuté. Antoine, tu voulais commenter cette histoire de premier poteau? Oui, effectivement, c'est possible. Ça peut être aussi quelque chose de confiance. Ce côté, je me préserve en protégeant à fond mon premier poteau, ce qui fait que s'il y a un tir croisé, ce sera pas ma faute en fait. Donc c'est un truc que souvent les gardiens font, que moi j'ai fait par moment quand ça allait un petit peu moins bien, de me dire je ferme mon premier poteau puisque je protège là où on ne peut pas m'incriminer en fait. Donc il suffit que tu sois tombé sur un match où il était un poil moins bien, où il avait une semaine d'entraînement un peu moins bien, et il a réajusté ce placement, c'est possible. Après, je regarde pas assez de matchs, un gardien que je connais, que j'ai vu plusieurs fois évoluer, mais analyser à ce point son placement de premier poteau, je donne juste un élément possible de réponse. Mais voilà. En effet, bah, c'était un match justement face à Dortmund, donc je pense que c'est pour ça peut-être qu'il était peut-être Ouais, c'est possible. Un peu un peu plus, plus c'est pas. stressé. Ouais, et puis peut-être même un peu, comment expliquer, précautionneux, se dire, Hmm. c'est pas un match pour faire des erreurs. C'est-à-dire Ouais. que contre, comment, je sais pas, contre Bochum, je vais me mettre, je vais fermer plus, je vais anticiper plus la frappe croisée. Hmm. Parce que si l'attaquant il est un peu moins fort que Haaland et je peux me permettre de compenser légèrement et j'aurai le temps de faire mon premier poteau. C'est plein de choses comme ça aussi. Après Ok. aussi, c'est pas un gardien qui est dans l'anticipation. Il est pas comme Sommer, par exemple, dans l'anticipation. C'est un gardien, voilà, qui attend peut-être le dernier moment, souvent, en fait, jamais dans. D'accord. Donc c'est peut-être après aussi cet aspect-là, c'est que le fait de rester à son Hmm. premier poteau, souvent quand on délaisse son premier poteau, c'est qu'on anticipe un peu le centre ou Ouais, autre la chose. frappe croisée, ouais, ouais, complètement, complètement. Très bien, ben, merci pour ces précisions. Et maintenant, donc on a parlé des prétendants au titre. J'aimerais qu'on évoque un petit peu les autres révélations de la saison. En particulier, Thomas, tu voulais parler d'un gardien qui s'appelle Castells. Ouais, exactement. Donc, Koen Castells, c'est le gardien belge de Wolfsburg. Cette année, il a joué 17 matchs. Il n'a pas débuté la saison en tant que titulaire en soi. Il a été aussi quelque peu blessé. Mais Castel, en fait, moi, j'avais découvert il y a, je ne sais plus s'il y a 2 ans ou lorsque
il avait suppléé Benaglio. Alors, je ne sais plus quelle est la date exactement. Je l'ai découvert là. Il a fait de bons matchs. Il a été bon. Et il a été aussi promu avec la sélection belge. Il a souvent intégré le groupe en tant que troisième gardien, même si après, il a subi la concurrence avec Mats Sels. Oui. Mais Wolfsburg, qui est sixième du championnat à l'heure actuelle, avant la reprise. Wolfsburg, qui ces dernières saisons avait du mal un peu à enchaîner les bons résultats et avait du mal à accrocher un peu le haut de tableau, même s'ils avaient réussi à jouer l'Europa League d'ailleurs ces dernières années. Mais Castel, je trouve qu'en fait, c'est un gamin qui est spectaculaire à voir. C'est vraiment, malgré son grand gabarit, je trouve que sur sa ligne, en fait, il a des réflexes qui sont assez impressionnants pour sa taille. Ouais, surprenant en fait, ouais, c'est ça. Ça, voilà. Lui, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de la sobriété de d'autres gardiens qui sont assez efficaces, lui, il est prêt à faire des beaux arrêts. Bah, non, c'est pas le contraire, parce que voilà, mais ouais, c'est quelqu'un qui est assez efficace, qui est spectaculaire, qui est intéressant. Après, Jopé qui est plutôt bon. Au niveau du placement, après, par moment, il a des sauts de concentration. Alors, je sais pas si c'est des sauts de concentration ou c'est vraiment une lacune qu'il a chez lui. Mais ouais, c'est un gamin à suivre, c'est une révélation. Alors, je sais pas si c'est notre révélation parce que c'est 2-3 ans qu'il joue en Bundesliga. Donc, voilà, ceux qui suivent régulièrement la Bundesliga, je n'ai pas la prétention de dire que je suis à Bundesliga, mais pour en avoir parlé avec quelques-uns, ils me disent que c'est quand même un bon gardien et que d'ailleurs, c'était souvent étonné qu'il ne jouait pas en tant que titulaire à Wolfsburg. Là, il a cette opportunité et il prouve que c'est un bon gardien et qu'on peut lui faire confiance en tant que numéro 1 dans un club qui a des prétentions européennes dans le championnat allemand. Ok, très bien pour Castells. Toi, Antoine, tu voulais nous parler d'un gardien qu'on va sûrement bien connaître à cette intersaison, c'est Nubel. C'est ça, le gardien de Schalke. Du coup, Schalke qui est au coude à coude aussi avec Wolfsburg de Castel, de Thomas. Ils ont un point d'écart. En fait, Schalke a un point de plus que Wolfsburg. Mais ils sont quand même à 10 points des 5 qu'on a dit. Hein. Enfin, ouais, effectivement. Voilà. Ils sont quand même nettement décrochés. Et d'ailleurs, c'est plutôt Fribourg, Offenheim qui sont tout proches de. Il y a vraiment un gros fossé entre Leverkusen et Schalke. Nubel, c'est un gardien dont on entend parler depuis un moment parce qu'il a un peu ce parcours à la Neuer, en fait, avec le côté, déjà, le fait de jouer à Schalke, comme là où Neuer avait commencé. Il a été capitaine très jeune également de Schalke. Il va signer au Bayern Munich cet été gratuitement. Munich qui est quand même un ennemi un peu de Schalke aussi. Il y a quand même une rivalité entre les clubs. Le Flamini des gardiens. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est un gardien qui est un tout petit peu controversé. Moi, j'avais eu un monsieur qui s'occupe de Christophe Novak, qui s'occupait de son équipementier, qui faisait des gants qui s'appelaient Pope Goalkeeping, je crois. Il avait créé sa marque. Et en fait, Nubel lui avait fait un peu à l'envers en signant une clause dans le contrat. Il était parti chez Adidas parce qu'Adidas, ça faisait un peu plus rêver que Pope Goalkeeping, alors que le mec l'accompagnait depuis ses débuts, depuis qu'il était en sélection de jeunes en Allemagne. Ça a été son premier sponsor. Donc, il y avait eu... je pense que ce mec est un tout petit peu limite au niveau de son comportement. D'où la controverse à son sujet. Après, c'est un gardien qui a d'énormes qualités, pas immense non plus. Je crois qu'il fait un petit mètre 90, donc c'est pas non plus un géant. Par contre, il est très très puissant, très athlétique, je trouve. Pour son jeune âge, j'ai été étonné de sa morphologie. Il a vraiment un côté Neuer, en fait. Même dans ses sorties, je l'ai vu faire une sortie kamikaze un peu surréaliste. Vous avez dû forcément la voir. Ouais, ça avait fait un peu le tour du web. C'était peut-être un mois avant le confinement, je dirais. Il avait explosé un mec, mais vraiment. Il a pris rouge il avait pris rouge. Oui, mais un attentat, vraiment une Schumacher, quoi. On n'est plus en 82. Oui, c'est ça. Sauf que maintenant, il y a la barre, si tu veux, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un gardien qui est très bon sur sa ligne, pareil, qui a une espèce de nonchalance, de facilité en fait. C'est un mec qui a beaucoup d'aisance. Je pense que c'est un de ses gros points forts et ça peut être aussi un de ses points faibles. C'est pas de la nonchalance, mais c'est vraiment cette surconfiance en lui. Il faut dire qu'il est arrivé très haut, très vite en même temps. Capitaine quand même de Schalke, qui est un club historique, c'est pas rien, surtout gardien de but, 22 ans. C'est voilà.
C'est un garçon qu'il faudra suivre parce que ça peut être lui finalement qui mettrait tout le monde d'accord pour la sélection nationale. Et dans 5 ans, par exemple, et finalement, Ter Stegen, peut-être qu'il aurait un peu moins de temps de règne, en fait. Parce que Ter Stegen aura une trentaine d'années quand Neuer libérera la place, peut-être. Nubel 25, peut-être que c'est lui qui prendra le truc. Après, le problème pour Nubel, c'est en fait, il va falloir qu'il détache de l'image de voilà, c'est le deuxième Neuer en fait. Il va falloir qu'il se fasse un nom en quelque sorte. Hein. Et puis après, quand tu décris son caractère et tout, pour le Bayern, c'est parfait. Hein. Ah oui, bah le FC Hollywood, hein, complètement. Là, c'est bon, il s'inscrit parfaitement voilà, dans la lignée. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Après, je pense que cette étiquette de second Neuer, ça a dû lui faire peut-être un coup de pub au début. C'est peut-être ce qui lui a permis de se lancer. Et après, vers là, c'est le moment de se détacher de ça. Mais je pense qu'il a bien fait de surfer sur la vague au début parce que Schalke, titulaire, capitaine, on va au Bayern. Il est blond, il est costaud. Voilà, il y a un peu tout ça. Le style de jeu, il est un peu kamikaze, un peu tête brûlée. Et tout ça, ça fait qu'il a surfé sur la vague, je pense, et que maintenant, il est temps de se faire un nom, de s'envoler. J'ai quand même un sérieux doute sur le choix du club parce que je ne comprends pas très bien, à 22 ans, après deux saisons quasiment pleines, pourquoi il va dans un club où il a peu de chances de jouer finalement, où Neuer revient bien. Alors, est-ce que ce ne serait pas aussi anticiper le départ de Neuer? Parce que Neuer, il y a des soucis de prolongation de contrat dont tu parlais. Il y a aussi Chelsea qui s'est vachement positionné sur lui. Neuer a 33 ans, peut-être qu'il a envie aussi de connaître autre chose que le championnat allemand. Ouais. Il y a quand même des grosses tensions avec la direction au niveau de la prolongation de contrat. Voilà. Est-ce que c'est peut-être en fait le Bayern qui anticipait un départ cet été ou l'été prochain de Neuer? Ouais, et qui a sauté sur l'occasion de Nubel, parce que Nubel, gratuitement, c'est quand même un espoir du poste pour rien. Bayern, ils font souvent ça. Dans les jeunes allemands, de récupérer libre, ils ont une faculté à le faire assez facilement. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que pour ceux qui ne savent pas, quand on est en fin de contrat, par exemple le 30 juin 2020, à partir du 1er janvier 2020, tu peux signer où tu veux. Et puis il y a indemnité aussi que tu peux gagner. Ouais, 6 mois, tu vas gratuitement. D'ailleurs, je pense que ce qu'il faut faire, c'est être un peu plus discret, parce que là, ça a été annoncé en grande pompe par le Bayern en janvier-février. Du coup, là, il y a le coronavirus, évidemment, mais il a perdu le brassard de capitaine à Schalke, par exemple, ce qui est assez légitime. On ne va pas non plus laisser capitaine un mec qui s'en va 2 mois après. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je pense que le Bayern arrose pas mal à la signature, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de te payer 15 millions d'indemnité de transfert, il te donne 5 millions à la signature, tout le monde est gagnant. Et toi, ça te permet et en fait, ils font des choix aussi financiers, sans compter l'énorme attractivité du Bayern, évidemment. Ouais. Et puis il y a peut-être aussi comme tu l'évoquais, l'aspect de Neuer, et à ce titre, n'hésitez pas à écouter Christophe Lolichon qui parlait de Neuer qui pourrait qui pourrait avoir du mal à s'intégrer dans le championnat anglais à son âge, dans un podcast qui s'appelle Stream Team. Ouais. Et ensuite, on a on a ces révélations, et donc dans ces révélations avec Castel et Nubel. Et Thomas, toi, tu avais noté peut-être deux, trois autres gardiens à évoquer. Ouais, exactement. Alors il y avait avec Fribourg qui fait une bonne saison, il s'appelle Alexander Schwalow. Alors, je suis désolé pour la prononciation, je suis pas germanophone. Mais c'est un gardien de 27 ans de Fribourg qui a toujours formé à Fribourg et qui a en fait les seuls clubs qu'il a connus en dehors de Fribourg, c'est dans le cadre d'un prêt. Il a notamment joué à l'Arminia Bielefeld en D3 allemande, qui a obtenu son obtention en D2 ensuite lors de ce qu'il jouait. C'est un gardien que ce que j'ai vu m'a pas vraiment impressionné, mais j'ai un ami qui suit la Bundesliga qui m'a dit qu'il allait le trouver bon, donc je lui fais confiance. Après, il y a d'autres gardiens qu'on peut nommer. Après, c'est pas des révélations, en fait, c'est souvent des références en Bundesliga, bien qu'ils connaissent cette saison au niveau collectif, une saison assez délicate. Il y a Reins Jarstein, gardien norvégien du Hertha Berlin, gardien d'ailleurs de la sélection aussi.
qui est souvent été considéré comme l'un des meilleurs gardiens du championnat, notamment les 2 dernières saisons lorsque le Hertha trustait le haut de tableau, ce qui est plus trop le cas actuellement. Et il y a aussi un autre gardien, c'est le gardien du Werder de Brême. Bon, cette saison, le Werder, ils sont relégables actuellement. Ah, ils En- jouent le maintien, hein, ils sont ouais, très voilà. mal. Pavlenka, c'est ça? C'est ça, voilà. Pavlenka, qui ces dernières saisons, souvent on parlait de lui pour aller voir ailleurs. Il a jamais quitté le Werder et cette année, pourtant, il fait plutôt des bons arrêts, il fait des bons matchs. Après, il est souvent fautif sur le quelque peu de résumé que j'ai pu voir. Il y a des buts, c'est assez évitable. Je pense qu'en fait, ça s'inscrit en fait dans une spirale collective où bah, c'est difficile et il a du mal peut-être à s'en défaire. Parce que le Werder de Brême, bien qu'il soit en position délicate, c'est un club historique en Allemagne, donc tu as aussi peut-être une pression, etc. Et je pense qu'il est attaché au club et le fait de pas réussir. Ruffier, comme un Ruffier à Saint-Etienne, un Rennais à Toulouse. Bon, peut-être qu'ils sont moins bons on va pas rentrer dans ce débat, mais c'est vrai que forcément, dès que ton équipe va très mal, voilà, mis à part Bernardoni qui anime, ça l'arrange vu que c'est un shotstopper. Tu connais bien. Très grosse expérience, Antoine. Bernardoni. Et forcément, à force, il est expérimenté avec Nîmes, mais c'est vrai que pour ces gardiens, c'est plus compliqué. Très bien. Alors, enfin, donc dans cette fin de saison, vous allez suivre évidemment la Bundesliga. C'est à peu près le seul truc qu'on peut suivre Pour l'instant, oui. pour le moment, mais également parce que c'est un championnat passionnant cette année. Et donc, on vous a listé les petits top spiels. Donc, on a le 15 mai, Burki versus Radecki, le 23 mai, Sommer versus Radecki, le 28 Burki versus Neuer, et ensuite Castile versus Trapp, Radecki versus Neuer, Sommer versus Castile, Gulacsi versus Burki, et enfin les deux que tu évoquais, Schwolo et Neubel en J34. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Trapp. Oui, et après, il a été blessé à l'épaule assez longuement hein, pour notre défense, si vous voulez. Mais d'ailleurs, il a été blessé 3 mois, je crois, donc il revenait juste. Mais c'est un gardien qui va être intéressant de suivre là lors de les 10 derniers matchs, lors de la reprise. Yes, tout à fait. Et il avait fait une pure saison l'an dernier. Carrément. Quand il était prêté, par contre. Et là, il n'est pas prêté, c'est ça. Là, il appartient à Francfort. Et un autre point dont on n'a pas parlé, c'est que ça va être des Ghost-Spiel, des matchs à huis clos, comme on dit en Allemagne. Ça se dit match fantôme hein, pour votre culture allemande. Et donc, on va entendre les gardiens. C'est les gardiens qui parlent, les gardiens qui ne parlent pas. C'est clair. Ah, non, moi, il devrait parler quand même. Là, ouais, ça devrait beaucoup discuter. Une anecdote à ce sujet, j'avais entendu Neuer qui avait expliqué un peu comment il communiquait avec ses défenseurs parce qu'évidemment, il disait qu'il y avait un brouhaha énorme pendant les matchs et il avait développé c'était Boateng et un autre défenseur dont le nom m'échappe qui était dans l'axe également quoi. Hummels. Alors, je parle d'une époque, j'avais lu ça il y a 4-5 ans en fait, donc je ne sais plus exactement qui était avec lui à l'époque dans l'axe et en fait, il avait tout un tas d'expressions avec les mains pour signifier des choses. Donc, il y a les bras tendus, les bras, des mouvements avec les mains, des mouvements avec les doigts pour dire seul, ça vient, pour orienter les joueurs du bon côté, ou demander les ballons dans les pieds ou sur un côté. C'était assez impressionnant. Et il expliquait qu'en fait, c'est très compliqué et très fatigant de parler, tellement il y avait de monde dans les stades. Et que du coup, il n'y avait rien de mieux pour se faire comprendre que les gestes qu'ils avaient appris avec sa défense. Je trouvais ça bien comme il avait réussi à impliquer ses centraux en fait. Parce que parfois ils ont tendance un peu à être tu nous fais chier avec tes trucs. C'est un truc quand même assez commun quoi. Qui t'envoie balader. C'est un truc d'entraîneur des gardiens. C'est ça, exactement. Et du coup, il avait. Après, je pense que quand tu es Neuer, c'est plus facile de faire adhérer à ce genre de choses. Et puis aussi, je pense que ces joueurs, Hummels, Boateng, Javi Martinez, ils ont conscience que l'exigence du haut niveau, voilà. Ils ont bien conscience que pour que Neuer soit à son top, il peut peut-être pas parler autant et que du coup, pour qu'il fasse les arrêts qui nous feront gagner des titres, de l'argent, des points, il faut qu'on se mette au diapason aussi de lui. Je pense que c'est un autre monde, le haut niveau, le très très haut niveau, je veux dire. Dans tous les petits détails auxquels on peut penser qui paraîtraient complètement stupides
en national, en régional, où que vous jouiez, ben, eux, à mon avis, c'est des trucs qui ont leur importance et qui peuvent être même décisifs à terme. C'est assez drôle. Pour ceux qui ont la culture basket, c'est un peu comme Kobe Bryant qui apprenait les langues de ses joueurs, de ses adversaires directs pour les trash talker. Voilà. Quand Parker, quand il a commencé à parler français à Parker, il hallucinait. Mais après, Kobe, il avait son père qui jouait au foot dans l'est de la France, figurez-vous. Donc il parlait super bien français. Il avait été à l'école en France. Donc c'est drôle. Il parlait bien français. C'est ça. Et donc il avait ça, RIP Kobe Bryant. Merci d'avoir suivi ce Radio Mans Opposé. Merci Antoine, merci Thomas. Merci à vous les mecs. Merci à vous les gars. D'avoir fait ce petit tour consacré aux gardiens de Bundesliga. Donc on espère que la saison ira à son terme. Hein. Vous avez vu les différents articles médicaux sur la santé des joueurs. Donc on est dans l'inconnu, mais on est déjà content d'avoir du foot ce week-end. Donc, portez-vous bien et on vous dit à très vite pour d'autres belles Mans Opposés. Ciao. Super, ciao à tous. Salut.